Écoutez comme la nature et les champs se mêlent. De ces liens exaltants, l'art peut être un parallèle. Le théâtre et le cinéma, liés d'une relation fusionnelle, depuis des années de cela, évoluent et s'en mêlent. C'est vraiment l'introduction la plus cliché possible pour une vidéo sur le théâtre, non? Ouais, je suis vraiment pas sûr de celle-là non plus. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Intercut consacré au lien entre le théâtre et le cinéma. Deux arts séparés par plus de 2500 ans, l'un ayant acquis ses lettres de noblesse depuis l'Antiquité et ayant accouché de chefs-d'œuvre millénaires, l'autre étant une prouesse technologique née il y a à peine 100 ans et qui est aujourd'hui l'un des arts les plus suivis et populaires du monde. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que le cinéma a très vite revendiqué son lien avec le théâtre, dès les années 1900 en fait, avec l'adaptation de classiques par des cinéastes comme Albert Capellani, qui réalise par exemple Lucrèce Borgia en 1907, Don Juan en 1909. Et c'est normal, le cinéma avait besoin de se légitimer en tant qu'art à l'époque, et pour ça, il n'y a rien de mieux que de prendre des chefs-d'œuvre déjà reconnus et de les adapter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux arts, la présence d'acteurs, des récits codifiés selon des règles très précises, et surtout la faculté d'être un art audiovisuel, donc mêlant l'image et le son. La question c'est, qu'est-ce que le cinéma peut apporter au théâtre? Quelle plus-value amener à un art qui a déjà été théorisé et pratiqué depuis des siècles? Alors il y a plusieurs grands réalisateurs qui se sont posés la question, de Orson Welles à Truffaut, de Brian De Palma à Lars von Trier, et ça nous a donné bien souvent des films assez expérimentaux. Par exemple ici avec Dionysus, un film réalisé en 69 par Brian De Palma, dans lequel on suit une troupe de théâtre amateur. Un film très intéressant, mais pour cette émission, on va rester sur du plus classique et on va découvrir le regard de trois cinéastes différents sur cette relation théâtre-cinéma. Et on commence avec Looking for Richard, le premier film en tant que réalisateur d'un acteur américain assez méconnu, Al Pacino. Al Pacino, c'est un acteur qui a beaucoup navigué entre cinéma et théâtre, où il a beaucoup joué Shakespeare, et notamment Richard III, qui est aussi la base de ce faux documentaire. Et le synopsis de base est vraiment intéressant, il interroge le rapport des Américains au théâtre à travers une sorte de making-of d'une représentation de Richard III qu'il met en scène et monte avec ses potes. Du coup, le film va alterner entre des phases de théâtre avec sa vraie troupe et des phases d'entretien avec des anonymes. Dès l'introduction, Pacino interroge des Américains au hasard dans un micro-trottoir sur leur rapport à Shakespeare. Et les réponses des anonymes sont très intéressantes. Shakespeare semble faire complexer les Américains, leur donner l'impression d'être sous-cultivés. Comme si Shakespeare et le théâtre qu'il représente devaient être un art réservé à l'élite. Et c'est totalement ce que Pacino essaye de déconstruire dans ce film. Son message, c'est: Quel message apportes-tu? Shakespeare a toujours été un auteur populaire et doit le redevenir. D'accord. Looking for Richard, c'est une adaptation hybride, d'abord avec ce montage qui semble diviser la préparation de la pièce en plusieurs actes, le casting, la préparation, la production, la construction, etc. Le film a un rythme assez particulier et se renouvelle assez pour qu'on ne s'ennuie jamais. Surtout que l'amour de Pacino pour Shakespeare est vraiment communicatif. On sent qu'il est passionné et qu'il cherche à déconstruire le texte, à mieux le comprendre, à le partager au mieux. Et c'est pour ça qu'au final, ce film reste assez modeste et nous apprend beaucoup de choses sur Shakespeare, mais aussi sur l'histoire américaine. L'Amérique n'a pas d'histoire. Oui, alors je serais pas aussi catégorique que Jean-Luc là-dessus, mais c'est une facette que Pacino interroge. Le sentiment d'infériorité des Américains face à leur héritage anglais, face aux grands chefs-d'œuvre européens, face aux valeurs que Shakespeare représente. C'est un peu un ovni, mais très intéressant à voir pour les curieux de Pacino derrière la caméra, ou pour les curieux de Shakespeare ou théâtre, tout simplement. When we speak with no feeling, we get nothing out of our society. We should speak like Shakespeare. We should introduce Shakespeare into the academic. You know why? Because then the kids would have feelings. We have no feeling. This is why it's easy for us to get a gun and shoot each other. We don't feel for each other. That's right. But if we were taught to feel, we wouldn't be so violent. Et maintenant, on va quitter l'Amérique pour se pencher sur la vision d'un cinéaste européen contemporain, Roman Polanski. Et avant d'aborder ce film, je vais vous laisser 5 secondes pour apporter votre contribution au probable débat politique qui naîtra dans les commentaires.
C'est bon, on peut y aller? La Vénus à la fourrure, c'est un film sorti en 2013 avec Mathieu Amalric et Emmanuel Seigné, et c'est un film qui est passé finalement assez inaperçu malgré son César du meilleur réalisateur. C'est l'adaptation d'un bouquin allemand du même nom, sorti à la fin du 19e, un bouquin complètement érotique qui se base sur les rapports de domination homme-femme. Bon, pour moi, c'est du porno. Et le sadomasochisme, je connais, je travaille dans le théâtre. Et c'était 200 ans avant Fifty Shades of Grey. D'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait Fifty Shades of Grey réalisé par Polanski. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. On suit la rencontre entre un metteur en scène désabusé et Wanda, la dernière représentante d'un casting pour une adaptation de La Vénus à la fourrure. Tout le film prend la forme d'un huis clos. 2 acteurs, une unité de lieu, une unité de temps. Mis à part cette introduction où on sent que Polanski veut nous transporter dans un monde à part, et nous immerger dans le côté fantastique de cette relation entre le metteur en scène et cette actrice vulgaire, culte, qui sort de nulle part. Je me balade pas en cuir et collier de chien, hein. Je suis plutôt réservée, genre et tout ça. Mais j'ai pensé que ça pouvait m'aider à rentrer dans le rôle. Et tout le film va nous raconter l'évolution des personnages à travers des dialogues superbes et une écriture dont Polanski a le secret, surprenante, mystérieuse, mystique, très érotique et surtout très sociologique. Juste au moment où j'allais te prendre dans mes bras. Ce metteur en scène hautain, méprisant devant Wanda, se voit plonger de force dans l'univers d'un personnage bien plus ambigu qu'il y paraît. Et on va passer par toutes les phases de cette relation, de la surprise à l'adoration, de l'angoisse à l'amour. Putain de comédienne à la con! Conne! Et c'est vraiment Emmanuel Seigné qui donne le ton et qui devient un des plus grands personnages qu'a pu écrire Polanski à mon sens. Une figure féministe majestueuse, grandiose, qui casse tous les clichés qu'on pouvait avoir dans les premières minutes. Tout ça c'est sublimé par la caméra d'un réalisateur qui a toujours été à l'aise pour filmer l'évolution des sentiments dans des huis clos. Mais d'ailleurs je vous invite à découvrir Répulsion avec Catherine Deneuve, c'est un de ses premiers films, c'est un huis clos, un film d'horreur et c'est un modèle du genre. Pour revenir à La Vénus à la fourrure, c'est un film très personnel. D'ailleurs, plus Mathieu Amalric perd le contrôle, plus il se transforme physiquement jusqu'à ressembler à un double de Roman Polanski. C'est aussi une utilisation surprenante d'un texte original que Polanski va jusqu'à critiquer alors qu'il l'adapte. Bon, cette réplique, elle est tellement sexiste, là, ça me donne envie de hurler. Cette pièce, on dirait un vieux tract misogyne autrichien. Pour mieux s'interroger sur le rôle de l'auteur, de l'acteur, du réalisateur, sur le rapport de force entre eux, sur qui dirige qui est le véritable créateur. Et c'est vraiment un film très élégant et très réussi que je vous conseille. Tu pensais pouvoir embrouiller une petite comédienne idiote, hein? Te servir d'elle pour assouvir tes penchants malades? Non. Te fabriquer un petit Frankenstein féminin à toi? Tu as cru que tu pourrais m'utiliser pour m'humilier? Non, Wanda, je te jure. Merci, maîtresse. Merci, déesse. Surprise, motherfucker! Et c'est l'heure de lancer la nouvelle séquence d'Intercut, une séquence un peu plus documentaire dans laquelle on est allé en immersion au Festival d'Avignon. Salut à tous, on est à la 73e édition du Festival d'Avignon, un festival qui dure une vingtaine de jours et où se concentrent des troupes amateurs et des troupes bien plus confirmées, donc on va aller voir ça ensemble. Montage. Ouais, c'est bon. Ok, donc... Ok, donc là on a croisé un mec qui a fait une adaptation de Solaris, donc le film de Tarkovsky, au théâtre. Apparemment ça marche pas mal à Avignon, et comme quoi il y a quand même vraiment pas mal de pièces de théâtre qui sont actuellement basées sur des films, donc tout l'inverse de ce qu'on a vu en début de vidéo. Une adaptation avec Vive sa vie en fait de Jean-Luc Godard, une adaptation au théâtre apparemment assez libre puisqu'il y a des textes de Virginie Despentes. Donc celui-là on n'aura pas le temps d'aller le voir, mais comme quoi ça fait déjà 2 adaptations de films au théâtre à Avignon en l'espace de quoi, 24 heures. Et en se promenant dans Avignon, on a pu rencontrer Christophe et Manu, metteurs en scène et acteurs d'une pièce qui s'appelle Le Secret de Sherlock et qui se revendique totalement cinématographique.
Et moi, mes références sont cinématographiques. Bizarrement, le théâtre m'emmerde un peu. Ouais. Parce que c'est braillé, etc. C'est un peu déclamé. L'autre problème du théâtre, c'est quand quelqu'un rentre sur scène, il va faire « Oh, comment allez-vous ?» C'est mort déjà. Alors, si tu rentres, tu fais « Oh, comment tu vas, ça va ?» Après, il faut la technique pour qu'on puisse t'entendre au 10e rang. Mais on travaille là-dessus. Mais par exemple, ces références, là, sur Sherlock, il y a eu beaucoup de films aussi, d'adaptations cinématographiques à la télé, au cinéma, et il nous a demandé de regarder, un film de Billy Wilder qui s'appelle La vie privée de Sherlock Holmes. Madame says you are shorter than she thought. Oh, I didn't mean to be. Christophe, dans sa mise en scène, il fait des zooms, des gros plans, des plans larges, des plans serrés, et il a beaucoup travaillé sa mise en scène comme ça. Il y a des fois juste un personnage qui est isolé. Les lumières sont pas plein feu, machin. On passe de l'ombre à la lumière. Donc là, toute la lumière, toute la technique est très cinématographique. Avec les lights, par exemple, dans les westerns, tu vois ça, il y a quelqu'un qui arrive, qui allume une bougie, et petit à petit, t'as la scène qui s'éclaire. Évidemment que c'est pas la bougie qui va éclairer, d'accord? Nous, si vous venez voir la pièce, tu verras, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive avec la bougie, et petit à petit, l'éclairage monte. Ça, c'est cinématographique pour moi. De temps en temps, t'as les régisseurs, ils font ça pour voir si tout est bien égal, tu vois, lisse. Moi, je m'en fous complètement qu'il y ait des zones d'ombre, des trucs comme ça. J'aime pas quand tout est trop lisse. Et les acteurs et les lights. D'ailleurs, souvent, quand je dirige des comédiens, je dis stop, on arrête. Je dis on entend que ça qu'au théâtre. Et ça j'aime pas. Non, je veux que les gens plongent dans un univers. J'écris des choses où je monte des pièces comme ça que j'aimerais en tant que spectateur aller voir. C'est aussi bête que ça. Et comme je suis un fan de Cinoche, ben, il y a un peu de pyrotechnie, il y a du son. Il y a de la pyrotechnie? Il y a des combats de KPDP. On s'est amusé. Vous êtes fait plaisir. Ah bon, on se fait plaisir, on sort de là. Les gosses qui adaptent ça. Tout à fait, t'as raison. On paye de notre personne. Oui, je voulais... En fait, c'est un film d'action. On est sur une durée d'1h37 qui est plus une durée de long métrage qu'une durée typique d'Avignon qui est plus 55 minutes, 1h15 pour te permettre de pouvoir voir plusieurs... Et c'est pour ça qu'on joue dans le dernier créneau, parce qu'à la fin, sur scène, il y en a partout. T'as des bouquins qui sont renversés, c'est un peu le Capharnaüm, c'est le chaos. Donc, s'il y avait quelqu'un derrière nous, là, c'est mort. On n'aurait pas le temps de ranger la pièce après. Et nous, on a un podcast à terminer et on va rester en France avec Orphée de Jean Cocteau. C'était difficile de faire un podcast sur le théâtre sans l'aborder, c'est un des plus grands cinéastes français et toute sa carrière est marquée par le mythe d'Orphée. En 1925, il écrit une pièce basée sur le mythe d'Orphée et en fait une tragédie contemporaine qui finit bien. Donc il n'y a rien d'étonnant parce qu'en 1950, Jean Cocteau, qui est aussi dramaturge, auteur, poète, Prêtre de la mort. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? réalise une adaptation de sa propre pièce au cinéma dans un film qu'il appelle Orphée. Alors l'histoire, on la connaît, elle est fidèle au mythe original. Orphée est un poète reconnu et tiraillé entre son amour pour Eurydice et son amour de la mort. Il drague d'ailleurs ouvertement avec tout son talent poétique. Et il se lancera dans une quête existentialiste entre deux mondes, le monde réel et le monde des enfers. L'histoire, elle est connue, elle est classique, mais entre les mains d'un auteur comme Cocteau, elle est transcendée. Le texte est très beau, les dialogues sont superbes, malgré un Jean Marais qui surjoue un petit peu. Mais comment? Pourquoi? Mais l'intérêt principal du film, c'est la poésie qui s'en dégage et cette envie d'expérimenter, de tenter des nouvelles choses, de nouveaux effets spéciaux, des nouvelles méthodes de mise en scène, de la vue subjective, etc. Du coup, le film surprend en permanence et nous donne des séquences magnifiques, notamment lorsqu'Orphée traverse les enfers. Des séquences qui n'auraient pas été possibles au théâtre. En fait, Cocteau prend le meilleur de sa pièce originale, les dialogues, l'univers. Madame, m'expliquerez-vous? Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C'est le rôle du dormeur. Et le meilleur du cinéma, c'est-à-dire le recours aux effets spéciaux, les changements de lieu et de décor, et la présence de figurants impossibles à représenter sur scène. Et c'est en combinant le meilleur de ces deux arts qu'il arrive à un film total. Alors c'est un film assez difficile d'accès, je sais que le noir et blanc et le côté un peu daté du film peut rebuter, mais si on accepte ça, on se retrouve face à un poème filmé très beau, très symbolique, qui rythmera la carrière d'un des plus grands cinéastes français du siècle. C'est pas pour rien que Cocteau réalisera 10 ans plus tard le Testament d'Orphée, dans lequel il joue lui-même le rôle du poète. Orphée a rythmé toute sa carrière du début jusqu'à la fin, et le Testament d'Orphée, c'est le testament artistique de Jean Cocteau en fait. Je vais pas vous mentir, c'est un film assez exigeant, mais c'est aussi un incontournable du cinéma français. Que font ces gens qui rôdent? Est-ce qu'ils vivent? Ils le croient?
Voilà, c'est tout pour cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans cette vidéo, on a pris le point de vue du cinéma pour creuser un peu la manière dont il exploite un art plus ancien, plus légitime que lui. Looking for Richard qui cherche à rendre le théâtre accessible. La Vénus à la fourrure qui se sert du monde du théâtre pour réfléchir sur le statut de metteur en scène au cinéma. Et Orphée qui combine le meilleur des deux arts. Mais l'inverse est tout aussi intéressant, le cinéma étant devenu bien plus populaire que le théâtre, c'est maintenant le théâtre qui doit s'adapter aux tendances. Et oui, parce que le théâtre il a changé depuis l'arrivée du cinéma. Le théâtre classique est bien moins présent depuis les années 50 qu'un nouveau théâtre dit moderne, empruntant souvent aux techniques de cinéma d'ailleurs. C'est très fréquent maintenant de voir des scénarios de films adaptés au théâtre. Pour la prochaine vidéo, je vous propose comme d'habitude 2 thèmes, et je pense que je sais d'avance lequel va gagner, surprenez-moi. On va mettre à l'épreuve l'algorithme YouTube avec sexe au cinéma, ou la nature au cinéma. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, c'est vraiment vos abonnements qui font vivre cette chaîne. Et moi je vous dis salut à tous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.